Bonjour à tous et bienvenue pour le GPS pour la famille. Nous allons cette fois-ci accueillir Olivier Delplanque. Bonjour Olivier. Bonjour Apolline. Vous êtes père de famille, vous avez 6 enfants de 13 ans à 23 ans et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un thème que vous avez travaillé notamment dans votre engagement comme éducateur, comme animateur à l'IFFD France. Une association qui propose des cycles de formation sur l'éducation des enfants. Et vous avez donc choisi de nous parler de l'autorité à travers un thème un petit peu provocateur peut-être, qui s'intitule « Rendez service à vos enfants, soyez autoritaires ». Alors c'est à vous, vous pouvez partager votre présentation à ceux qui nous écoutent sur notre chaîne YouTube du GPS pour la famille. Merci Lynn. Effectivement, je vais commencer par partager mon écran avec la présentation que je vous propose. Voilà, alors, je partage donc. Espérons que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne bien? Eh bien, c'est parfait. On voit parfaitement votre présentation. On peut y aller. Bon, le principe, enfin en tout cas le thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui concerne l'autorité et que j'ai voulu tout de suite associer à la notion de service, ce qui peut sembler d'ailleurs un petit peu étonnant ou contradictoire pour certains. Et c'est pourtant ce que je me propose d'évoquer avec vous aujourd'hui pour qu'effectivement on puisse comprendre qu'une autorité qui sera bien orientée, bien adaptée, et l'inverse de ce qu'on peut imaginer comme étant quelque chose de contraignant, de rigide et souvent connoté comme étant quelque chose de négatif. Je souhaiterais qu'on l'aborde plutôt de manière très positive, justement, comme étant quelque chose qui est important pour nos enfants et qui est quelque chose qui va apporter justement ce service, c'est-à-dire les éléments dont ils ont besoin pour se développer, pour grandir et pour acquérir la pleine maturité qu'on leur souhaite, puisque c'est bien en cela que notre rôle d'éducateur est normalement orienté. Je commencerai par et donc, je modifie du coup un petit peu mon titre en lui apportant un petit complément tout de suite, c'est-à-dire soyez des éducateurs autoritaires pour rendre service à vos enfants. Je vais commencer mon propos quand même par deux idées que je souhaite aborder en introduction pour orienter un petit peu le propos. La première idée, c'est qu'on a parfois cru que s'affranchir de toute autorité était quelque chose de propre à la liberté, en tout cas, et quelque chose de libératoire. Et c'est quelque chose une idée que je voudrais tordre le cou, à laquelle je voudrais tordre le cou d'entrée de jeu, c'est que s'affranchir de toute autorité est une pure utopie. Tout simplement parce qu'en fait, nous sommes environnés par des contraintes, par des éléments qui viennent en tout cas réglementer, qui viennent contraindre, qui viennent même personnellement, nous avons nos propres limites et donc vouloir s'affranchir de toute contrainte, de toute limite, de toute règle est une pure utopie auquel il faut, voilà, qui me semble d'entrée de jeu évidente, mais qui me semble bon de rappeler. Et donc, nous sommes cernés d'autorité, nous sommes cernés de choses qui viennent nous contraindre. Le deuxième point que je voulais aussi aborder en prérequis concerne le fait que, on le voit d'ailleurs dans le monde professionnel et on verra qu'en matière d'éducation, c'est aussi vrai, apporter justement un cadre à nos enfants ou même à un professionnel, apporter des objectifs, donner une vision, donner un plan d'action, des guides pour pouvoir agir de la manière la plus concertée, la plus orientée, bien orientée, est nécessaire. Et à l'inverse, du coup, ne pas avoir d'objectif, ne pas avoir de guide, ne pas avoir de cadre, est plutôt quelque chose qui va être perturbant, voire anxiogène, et qui est finalement quelque chose de pénalisant. Et donc, encore une fois, apporter ce cadre est quelque chose qui va être bon, qui va être sécurisant et qui va donc permettre de mieux s'épanouir à l'intérieur de ce cadre. Donc, voilà, c'était un peu les deux premières idées qui, pour moi, donnent un cadre et donnent un peu une idée de la façon dont on souhaite aborder cette thématique. Et alors, je vais commencer aussi mon propos par une précision, parce qu'en fait, on ne parle pas d'une autorité, on parle des autorités.
on est cerné de différents éléments et de différentes fonctions, de voilà, différents éléments qui vont venir finalement nous donner une autorité, je dirais, dans nos actions, de manière différente. Et je vais prendre pour exemple des éléments de la société civile qui font figure d'autorité, c'est-à-dire à qui on prête assez facilement ou assez spontanément une certaine légitimité dans leur autorité, et souvent pour des raisons différentes, plus ou moins conscientes d'ailleurs. Vous allez retrouver, donc là je vous ai listé quelques exemples de la vie civile, encore une fois, qui font figure d'autorité. Et on va retrouver du coup des catégories, des autorités qui ont donc différentes formes. Et la première qu'on retrouve, qui est de manière assez classique, assez évidente, est celle qui concerne la force, l'usage de la force, et donc une contrainte davantage physique. On retrouve les forces de l'ordre, on retrouve les forces armées, voilà, et tous ces éléments qui, bon, de manière relativement stricte, mais très physique, viennent faire figure d'autorité et donc imposent d'une certaine manière des actions et des éléments de relation entre les personnes. On va retrouver aussi des autorités qu'on va qualifier plus de prestige, c'est-à-dire qui sont plus basées sur le charisme en fait, de la personne ou de la fonction qui fait figure d'autorité. Vous pouvez retrouver par exemple des influenceurs sur le web. Vous pouvez retrouver des personnes qui ont un petit peu un charisme parce que ce sont des stars de rock par exemple et qui vont avoir cette capacité à entraîner des foules, de dizaines de milliers de personnes à faire le même geste en même temps, par exemple. Vous voyez, donc ils font du coup un peu parce qu'on leur donne une autorité, parce qu'on leur donne un prestige, finalement, vont être capables d'entraîner les autres et d'avoir des fonctions de leader. Vous allez retrouver aussi de manière assez classique des autorités qui sont basées sur les connaissances, sur les compétences, sur les savoir-être, savoir-faire. Donc on retrouve là de manière plus classique tout ce qui concerne l'enseignement, tout ce qui concerne des personnes qui ont certaines compétences techniques dans des laboratoires, vous voyez, ce genre de sachants en fait, et qui, parce qu'ils savent, parce qu'ils connaissent les choses, et parce qu'ils savent aussi en donner toute la substance, en fait, vont être en matière, en position, voilà, de donner, de transmettre leur savoir, et font donc figure d'autorité et de juge. Et puis, vous allez retrouver un quatrième élément qui est plus basé là, pour le coup, sur l'expérience, sur le conseil. C'est souvent une autorité qu'on prête à des personnes qui ont déjà un certain âge, un certain vécu, et qui vont être du coup en mesure de donner ces conseils, de transmettre leur connaissance, leur expérience, pardon, et donc vont avoir du coup l'oreille de leur public ou des personnes qui vont justement aller chercher conseil auprès d'eux. Donc vous voyez, on voit que finalement, déjà à travers ces figures de la vie civile, à travers ces différentes fonctions, on n'exerce pas l'autorité de la même façon en fonction de telle ou telle connaissance, telle ou telle compétence, tel ou tel droit aussi qui nous donne justement cette figure d'autorité. Alors, si on calque ça à l'autorité dite éducative, c'est-à-dire l'autorité qui concerne davantage la fonction de parent, on est en droit aussi de se poser la question, pourquoi, finalement, dans quel but nous allons, nous-mêmes, en tant que parents, exercer une autorité auprès de nos enfants. Et c'est important de bien avoir en tête, bien avoir à l'esprit les raisons, finalement, qui nous incitent à exercer cette autorité sur nos enfants. Là encore, on va retrouver de manière assez classique, j'ai listé ici quelques éléments de réponse que je vous propose, qui nous permettent de donner finalement un peu de sens aussi à notre qualité d'éducateur et de primo-éducateur vis-à-vis de nos enfants, finalement, voilà, qui vont expliciter un petit peu ce qu'on est en droit d'attendre finalement de nos enfants et quels sont d'une certaine manière les objectifs qu'on se vise plus ou moins consciemment, qu'on se donne plus ou moins consciemment vis-à-vis de nos enfants. Vous voyez que là, bon, encore une fois, j'ai listé certaines idées. On retrouve des éléments liés au choix, à aider nos enfants à faire des choix. On retrouve l'idée de sécurité, de protection, qui va être notamment très, très forte pour les plus jeunes.
leur donner aussi des éléments pour pouvoir se forger progressivement une conscience morale, une capacité aussi à poser des jugements, à poser des actes en responsabilité, et finalement à développer de la manière la plus saine et la plus suivie possible une certaine autonomie, une certaine maturité, et nous verrons finalement les élever à la liberté, puisque c'est bien ça qu'on vise au final, c'est que nos enfants soient en mesure de devenir des adultes, c'est-à-dire des personnes en capacité de poser des choix libres, et donc d'assumer aussi leur propre vie et leurs propres choix. Donc, c'est ce qu'on retrouve là sur la droite, des éléments donc liés à la sécurité, liés à la protection, liés au fait de pouvoir cadrer un petit peu l'environnement de nos enfants. On retrouve des aspects qui sont plus liés à leur donner des habitudes, à leur donner finalement des règles aussi, des règles de vie en société. Ça, c'est bien à nous, parents, de leur transmettre ces éléments qui sont de toute façon inhérents à notre vie en société, à notre vie de tous les jours. Capacité de jugement, capacité à faire des choix, capacité à être en mesure de pouvoir à un moment donné se mettre en responsabilité aussi vis-à-vis des autres. Et puis, capacité à grandir en maturité, en liberté, comme je l'ai énoncé juste avant. Vous voyez qu'il y a une certaine progression aussi qu'on devine à travers l'apprentissage de tous ces éléments qui sont finalement des objectifs qu'on va progressivement donner à nos enfants en fonction de leurs capacités, en fonction de leurs besoins aussi, qui sont propres à différentes périodes de leur existence. Et tout ça a finalement un certain sens, une certaine orientation, une certaine logique, je dirais, de suivi. Et encore une fois, pour pouvoir faire en sorte que nos enfants soient le plus épanouis possible. Alors, si vous voulez bien, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'autorité parentale et notamment s'interroger sur finalement, qu'est-ce qui nous permet d'exercer de manière assez sereine et en même temps de manière assez assumée notre autorité parentale, et qu'est-ce qui fait que finalement cette autorité soit acceptée par nos enfants. Parce que nous verrons aussi, finalement, elle peut être remise en cause plusieurs fois dans l'existence. Donc pour qu'une autorité parentale soit acceptée, il faut déjà qu'elle soit légitime. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit portée par un certain droit, on va dire, vis-à-vis de nos enfants. Alors c'est vrai que le droit civil nous en donne une pleine autorité. Vous savez qu'en tant que parent, en tant qu'éducateur, vous avez cette responsabilité finalement d'éduquer vos enfants. C'est inscrit même dans le code civil. Et donc, on rejoint un petit peu cette idée avec le vocable latin augere, qui est donc l'idée de faire grandir, en responsabilité. Mais on retrouve aussi le droit d'auteur, c'est-à-dire que finalement, on a le devoir, mais aussi on a le droit d'éduquer nos enfants en tant qu'auteur, c'est-à-dire en tant que responsable finalement vis-à-vis de la vie civile, et c'est cette autorité cette légitimité, pardon, qui va nous permettre d'exercer sans trop de remise en cause, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, en tant que primo-éducateur vis-à-vis de nos enfants. Il faut qu'elle soit également adaptée, et ça on va rentrer beaucoup plus dans le détail juste après, puisqu'en fait cette autorité va forcément devoir se calquer aux besoins de l'enfant, et on va retrouver donc des besoins qui vont différer en fonction des âges, et également par rapport à leur tempérament. C'est quelque chose, je crois, qui a déjà été évoqué précédemment dans un autre GPS pour la famille. Le tempérament, le caractère de votre enfant va aussi forcément influer sur votre capacité à lui transmettre telle ou telle règle, ou en tout cas à faire en sorte qu'il ait compris cette règle et qu'il l'applique. En fonction de son émotivité, par exemple, en fonction de sa capacité aussi à passer à l'action, ou en tout cas par rapport au côté un peu plus réfléchi ou plus spontané, où évidemment on ne va pas agir de la même façon et on ne va pas forcément insister sur tel ou tel point de la même façon avec tel ou tel enfant. Donc c'est important d'adapter aussi notre autorité vis-à-vis des capacités de l'enfant et de son caractère.
Et puis, un dernier point important pour l'exercice d'une autorité enfin, pour qu'elle soit acceptée, c'est de ne pas mettre en balance l'amour qu'on porte à nos enfants avec toute pratique autoritaire. C'est-à-dire qu'il est évidemment important de ne pas faire sentir à nos enfants, ou en tout cas ne pas mettre encore une fois en balance l'amour qu'on leur porte, qui est complètement indépendant de leur capacité à obéir ou à appliquer ce qu'on leur demande de faire ou à grandir en autonomie ou à être capable d'appliquer telle ou telle consigne. Et il est important que, voilà, indépendamment encore une fois de leur capacité, de leur réaction, notre amour de parents reste évidemment inégalé, c'est-à-dire voilà, c'est pas quelque chose qu'on met en balance. Donc c'est important de bien de garder ça à l'esprit et on retrouve du coup cette idée de service qui est inhérente à toute pratique éducative et qui est bien importante de garder à l'esprit. On fait ça pour rendre service à nos enfants et pas pour nous, en fait, on le fait pour eux. Et c'est bien dans leur intérêt propre et non pas dans le nôtre qu'on va pratiquer cette autorité. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail de l'adaptation, et notamment par rapport à l'âge, ce que je vous propose, c'est de manière un peu théorique, certes, mais de manière, j'espère, un peu plus complète, s'apercevoir qu'en fait, notre adaptation, notre pratique d'éducateur va pouvoir même s'appuyer sur différentes aptitudes de nos enfants et en fonction de cela, va avoir plus ou moins de portée, plus ou moins de résultats, on va dire. Donc, je vous propose un découpage par tranche d'âge avec différents éléments qu'on va essayer d'illustrer plus précisément pour pouvoir, encore une fois, rentrer dans le détail de cette adaptation. Et la première tranche d'âge que je vous propose, dans l'ordre chronologique, c'est 0-4 ans. Encore une fois, on va rester. Enfin, il faut prendre ces limites avec des pincettes, c'est pas figé. Mais ça vous donne une bonne idée de cette tranche d'âge, qui est en fait une tranche d'âge qui va essentiellement s'appuyer sur l'essence, en fait, puisque les jeunes enfants, les tout jeunes enfants, sont essentiellement, réagissent en fait et interagissent essentiellement à travers l'essence. À travers l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, voilà, ce sont ces éléments-là qui vont nous servir en tant que parents pour pouvoir leur enseigner progressivement l'apprentissage de règles et on retrouve de manière assez classique les choses qui touchent à l'ordre, par exemple, à l'hygiène, au sommeil. Vous voyez, c'est tous ces éléments-là qui permettent de régler en fait progressivement la vie de l'enfant et lui donner des habitudes, lui donner une capacité à ordonner sa vie de manière régulière, de manière stable. Et tout ça a pour but en fait, de sécuriser l'environnement de l'enfant. C'est-à-dire que ces jeunes enfants, depuis les nourrissons jusqu'à voilà, l'apprentissage de la marche, ont besoin d'un cadre physique, encore une fois. Et là, on est un petit peu justement dans le rapport de force, mais de force, je dirais, de cadrer physiquement l'environnement de l'enfant pour sécuriser en fait son environnement. Et c'est ce dont il a besoin pour s'épanouir. De manière d'ailleurs peut-être un peu paradoxale, parce on a peut-être cette idée de dire, bah oui, mais en bridant l'enfant, finalement, on l'empêche de s'épanouir. Et en fait, c'est tout l'inverse. On retrouve justement cette idée de cadre qui va justement permettre à l'enfant de s'épanouir. Euh, un exemple, quand un enfant se met à marcher, par exemple, voilà, donc il est dans la phase d'exploration et cette marche, cette découverte de la marche lui donne énormément d'amplitude pour justement aller explorer des univers qu'il n'avait pas l'occasion d'explorer tout seul avant. Si à chaque exploration, ça se termine de manière négative, à travers une chute dans les escaliers ou se mettre les doigts dans une prise de courant, etc., si chaque expérience d'exploration se termine finalement par quelque chose de négatif, de pénible, de douloureux, il est clair que l'enfant va perdre cette confiance dans son environnement, il va plutôt avoir tendance à rester là où finalement ça se passe bien, et donc va perdre des occasions justement de favoriser une exploration, de découvertes qui sont pour le coup assez épanouissantes, à condition que ça se passe bien. Et donc notre rôle de parent va clairement être de protéger l'enfant
dans son environnement, lui permettre d'explorer, mais en évitant que chaque exploration se termine mal. Et voyez que justement, en posant ce cadre, en sécurisant, mettant une barrière en haut de l'escalier ou des coins en caoutchouc sur la table basse, des choses comme ça, et ben, l'enfant va être heureux d'explorer, il va s'en donner à cœur joie et ça va être très épanouissant pour lui et ça sera l'occasion effectivement de belles découvertes. Donc, vous voyez que l'exercice d'une autorité qu'il a va être beaucoup plus physique hein, et qui va d'ailleurs aussi s'exercer à travers une voix un peu plus forte, un regard un petit peu insistant pour, voilà, pour manifester une autorité et un souhait d'obéissance. L'enfant va pouvoir malgré tout s'épanouir et il répondra en général avec justement cette capacité de pouvoir respecter les règles et appliquer les règles. Ça, c'est pour cette première tranche d'âge. La deuxième tranche d'âge que je vous propose, c'est 3-8 ans, qui, elle, s'appuie davantage sur la capacité le pouvoir d'imagination de ces jeunes-là. C'est vraiment la tranche d'âge où les jeunes sont dans l'imaginaire. C'est l'époque des princesses et des princes. Enfin, ils aiment beaucoup les histoires. Ils fabriquent des histoires. Ils découvrent beaucoup de choses aussi à travers le jeu, notamment les jeux de construction. Et toute cet imaginaire, toute cette aptitude à développer justement cet imaginaire est très intéressant en matière d'autorité, parce que vous-même, vous gardez un certain prestige en fait vis-à-vis de vos enfants, où en général vous êtes plutôt perçu comme omniscient, omnipotent, vous savez tout faire, vous savez tout, etc. Vous êtes une réponse permanente à leurs sollicitations. Et donc, ce prestige qu'il vous donne et qui va durer qu'un certain temps, donc il faut en profiter, va vous permettre d'utiliser d'une certaine manière cet imaginaire, et notamment en incitant votre enfant à s'ouvrir sur le monde, à s'ouvrir vers les autres. Et c'est cette capacité, en fait, cette découverte à travers le lien avec les autres qu'il va falloir soigner et qu'il va falloir orienter de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire avec une certaine générosité, avec un certain sens de l'autre, et notamment à travers les services, par exemple. Ce qui va donner, du coup, ce qui va valoriser finalement l'action de votre enfant, puisqu'il en sera en général content. Il est content de rendre service, il est content aussi qu'on le félicite, qu'on l'encourage, qu'il sent qu'il a des aptitudes et il est content en fait de pouvoir justement donner un coup de main pour poser une assiette sur la table, pour aider un petit frère ou une petite sœur dans un jeu, etc. Et à l'inverse, on sait aussi que c'est des périodes où parfois il faut lutter un petit peu contre le vouloir rester un peu seul ou vouloir s'approprier tous les jeux, etc. Donc, tout l'enjeu, je dirais, de cette période, c'est de montrer à l'enfant qu'il est positif de pouvoir s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur les autres, et que ça peut apporter beaucoup de choses, justement, d'être à l'écoute des autres et d'être au service aussi des autres avec générosité et ça apporte de la joie, en fait. Et donc, c'est souvent d'ailleurs, les enfants sont souvent très, très, très amusants à cet âge-là, parce qu'ils observent beaucoup, ils sont beaucoup dans l'imitation aussi, et donc ça donne quand même l'occasion d'être en général de rigoler avec eux, mais ne pas perdre de vue qu'effectivement, c'est à ce moment-là aussi qu'on va être en mesure de leur donner justement le sens du service et le sens de l'autre. Et ça reste évidemment très important dans l'éducation d'avoir cette capacité à penser aux autres et ne pas être focalisé sur son nombril. Donc voilà pour l'enjeu de la deuxième tranche d'âge et qui, encore une fois, va s'appuyer davantage sur notre autorité de prestige. Sur la troisième tranche d'âge, on va là pour le coup être davantage dans l'explication, dans le savoir. Donc c'est la période où en général les enfants développent des capacités, notamment intellectuelles, mais aussi des capacités de volonté. Donc, en fait, ils ont en général une très forte capacité de mémoire, ils ont un désir de comprendre, ils ont un désir de savoir. Donc, c'est la période où ils posent beaucoup de questions, où ils aiment feuilleter des petites encyclopédies illustrées pour apprendre des choses voilà, sur le monde, sur l'homme, sur les animaux. Donc, c'est vraiment cette soif de savoir qui va être intéressante d'exploiter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en apprenant
en découvrant justement le monde qui nous entoure, on s'aperçoit aussi que le monde n'est pas uniforme en fait, et qu'il a plusieurs, on peut interpréter de manière très différente telle ou telle situation. Et donc, on est de plus en plus dans une capacité à distinguer finalement différentes options pour différentes situations. Et c'est là, à ce moment-là, qu'en apportant justement de la connaissance, une capacité aussi de raisonnement, l'enfant va être en mesure progressivement de faire des choix, de poser des choix, et en tout cas avoir une capacité de jugement qui est évidemment très importante dans le développement et qui va lui permettre aussi de progressivement assumer ses choix. Et c'est cette période où, en tant qu'éducateur, il sera bon en fonction évidemment de la maturité de votre enfant, mais il sera bon de le mettre en responsabilité aussi parfois par rapport à des choix. Un exemple, un jeune qui aura accepté ou décidé de faire du scoutisme, par exemple, c'est que beaucoup de samedis vont être occupés à des activités de scout. Or, parfois, il y a des amis qui l'invitent pour un anniversaire. Et donc, à un moment donné, il y a peut-être voilà, il va se passer en fait un moment où il faudra choisir entre euh, assumer sa responsabilité dans l'activité qu'on aura choisie ou finalement ne pas y aller ce coup-là parce que je vais assister à l'anniversaire d'un ami. Et il sera bon peut-être de décider avec lui ou de voir avec lui s'il n'y a pas une possibilité, si c'est possible, d'avoir un compromis entre les deux, c'est-à-dire de ne pas renoncer totalement à l'activité pour laquelle on s'est engagé et on s'est engagé aussi vis-à-vis des autres, hein, pas uniquement pour soi, mais vis-à-vis de la patrouille. Et en même temps, voilà, on sent bien qu'il y a parfois des tentations ou des difficultés à pouvoir assumer complètement cette activité parce que des opportunités se créent et que on va vouloir tout faire. Et on ne peut pas tout faire. Et donc, ça va être intéressant de discuter, de questionner l'enfant en disant, bon, très bien, qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu choisis cela et quelles sont les conséquences de tes choix, etc. Vous voyez, donc, encore une fois, progressivement, avec discernement et intelligence, il va être intéressant de pouvoir mettre un petit peu nos enfants dans leurs responsabilités et faire en sorte qu'ils soient en mesure de poser des choix. Et au final, peut-être que ce sera les parents qui décideront, parce qu'en général, à 10-12 ans, on a encore notre mot à dire, mais d'expliquer les choses, de leur expliquer pourquoi ils n'iront pas finalement à l'anniversaire, mais ils iront à l'activité scout parce que c'est un engagement qu'il a pris et on était d'accord pour dire que c'est comme ça que ça se passerait. La quatrième période que je vous propose, elle est souvent source de discussion, en tout cas un peu plus approfondie entre les parents, parce qu'elle concerne la période de l'adolescence. Et on sait que cette période de l'adolescence est souvent un petit peu plus complexe parce que nos enfants sont eux-mêmes un peu perturbés d'une certaine manière de par l'apprentissage de leur maturité. Ils ne sont plus tout à fait des enfants, ce ne sont pas encore des adultes. Et donc là, pour le coup, l'accompagnement des parents est peut-être un peu plus complexe. En tout cas, un point très important par rapport à la période de l'adolescence, c'est notre capacité à garder avec nos enfants la confiance, et notamment à travers le dialogue. Là, pour le coup, c'est peut-être le maître mot, là, cette confiance, parce que en fait, nos enfants, en général, quand ils sont ados, même si ça peut parfois une période un peu conflictuelle, ils attachent encore énormément d'importance à ce que leurs parents leur apportent et la vision des parents. Les parents comptent encore beaucoup pour eux, même si, encore une fois, ils ne l'avouent pas toujours, notamment auprès de leurs parents. Et donc, ce lien de confiance, il est très important parce que ça va être une façon aussi de les accompagner, mais en même temps de leur faire comprendre que s'ils veulent justement gagner cette maturité, ça ne se fait pas justement dans un climat de défiance, mais ça doit se faire toujours avec cette confiance mutuelle qu'on doit pouvoir s'apporter entre parents et enfants. Un exemple, encore une fois, qui est un peu classique, mais un enfant qui va souhaiter sortir avec des amis, vous allez lui donner une limite horaire parce que vous pensez que c'est raisonnable et on sera d'accord pour dire que pas 1h du matin, par exemple, c'est bien.
Et puis, l'enfant rentre finalement à 3 heures du matin. Voilà, donc d'une certaine manière, il n'a pas respecté le contrat. Et ce sera intéressant de lui expliquer, et je pense qu'en général, ils sont capables de le comprendre, de dire, ben voilà, on avait dit 1 heure, on était d'accord pour dire que c'était 1 heure, finalement, tu es arrivé à 3 heures, donc tu n'as pas respecté le contrat. Qu'est-ce qui me permet, moi, en tant que parent, de te faire confiance pour la prochaine fois? Quand on va dire que ce sera à nouveau 1 heure et tu vas à nouveau rentrer à 3 heures. Et donc, en fait, euh, pourquoi pourquoi engager ce dialogue? Parce qu'en fait, on a besoin d'expliquer les choses, on a besoin d'accompagner nos enfants et eux ont besoin aussi, encore une fois, que on puisse mesurer de manière intelligente, affective aussi, mais responsable, mesurer finalement cette maturité qu'ils réclament et cette autonomie qu'ils réclament de plus en plus, sans pouvoir l'être totalement d'ailleurs. Et donc, en tant que parents, on a besoin de pouvoir leur garder le lien déjà, parce que ça c'est très important et il faut pouvoir garder ce lien coûte que coûte, même si ça doit passer par des artifices, par des conversations tard le soir au moment où on veut aller se coucher. Et au contraire, c'est peut-être à ce moment-là qu'il ne faut pas rater le coche pour pouvoir parler avec nos enfants. Mais voilà, tout en étant toujours dans un lien très affectueux, très à l'écoute, très disponible malgré tout. Faire en sorte que progressivement on les accompagne à devenir de plus en plus matures et responsables finalement à travers ce qu'on va leur demander et ce qu'on attend d'eux. Donc c'est évidemment une période un petit peu plus compliquée, un peu plus chahutée, parce que encore une fois, l'enfant n'est pas forcément toujours très, enfin le jeune est pas forcément très stable et il a besoin de se déterminer. Mais en tant que parent, à nous d'apporter justement cette stabilité, cette constance aussi dans l'établissement des règles et encore une fois, à travers un dialogue, pouvoir expliquer les choses de manière très ouverte et très affectueuse. Et la dernière période que je vous propose, c'est une période plutôt propre aux grands enfants. Donc, on est normalement, on a acquis, je dirais, beaucoup de choses et on est en mesure d'être plus indépendant, même si malgré tout, pendant ces périodes-là, les enfants restent, les jeunes en tout cas, restent souvent dépendants de leurs parents pour des questions matérielles déjà, financières, mais aussi finalement à travers des conseils. Alors, on est évidemment beaucoup moins dans l'imposition des choses, parce qu'il faut savoir respecter aussi les choix que vont poser nos enfants à ces âges-là, mais sans enfin, d'une certaine manière, en leur faisant comprendre aussi que leurs choix ont des conséquences et leurs choix ont enfin, il faut pouvoir les assumer et que tant qu'ils ne les assument pas totalement, on doit pouvoir les aider, mais on doit pouvoir aussi les mettre face à certaines contradictions. Je vais prendre un exemple. Vous avez un étudiant qui souhaite faire une année sabbatique pour partir en Asie pendant 1 an avec une amie, histoire de profiter un petit peu des choses de la vie et de ce désir d'exploration. C'est plein d'idéal et c'est très bien parce qu'effectivement, c'est des âges où en général on a des positions relativement radicales parce que voilà, on est idéaliste et on veut transformer le monde et c'est très bien. Charge à nous peut-être dans ce cas-là, hein, de la remettre en responsabilité face à sa position étudiant, face à ses études, face aux conséquences que peut avoir aussi le fait de prendre une année sabbatique, peut-être aussi à certaines conséquences financières qu'elle n'est pas forcément en mesure d'assumer, ou si elle veut les assumer, comment elle les assume, est-ce que ça veut dire travailler pendant quelques mois auparavant, etc. etc. Donc c'est des questions, c'est des conseils qu'on va leur apporter. Peut-être que finalement, contre l'avis de ses parents, elle va décider de faire cette année sabbatique. Mais l'important, ça aura été d'en discuter avec eux et puis et de faire en sorte qu'effectivement, ce soit quelque chose de complètement assumé. L'objectif, évidemment, là, c'est que nos enfants deviennent des adultes, en fait, et que progressivement, il n'aient plus besoin, d'une certaine manière, de leurs parents, en tout cas, pas de manière, pas en tant qu'éducateur à proprement parler, mais plus en tant que relation d'adulte en adulte, même si évidemment le lien parental demeure, mais avec une approche beaucoup plus de conseils et beaucoup plus de mise en responsabilité et de choix de vie. Voilà.
Donc, vous voyez, encore une fois, on reprend, là, dans ce tableau qui se veut théorique, on reprend un peu des tranches de vie. Ça reste évidemment très, très théorique et très, très dégagé, mais vous voyez qu'on retrouve dans ce tableau les différentes formes d'autorité qu'on avait évoquées en préambule dans notre approche par rapport à la vie civile. On retrouve aussi le fait de s'appuyer sur des compétences qui sont propres à certains âges, l'essence, l'imagination, l'intelligence. Vous voyez que on s'adapte en permanence finalement avec nos enfants et par rapport à leur capacité à absorber telle ou telle demande, tel ou tel savoir, telle ou telle règle. Et c'est bien dans cette progression, c'est bien dans cette adaptation permanente qu'il faut s'inscrire si on souhaite vivre au mieux notre relation parent-enfant et encore une fois être en mesure de leur offrir ce cadeau qui est la pleine maturité et cette aptitude à vivre librement, c'est-à-dire à poser des choix libres, encore une fois. Alors, si on traduit l'exercice de cette autorité de manière un peu graphique, qui nous emmène justement vers ce désir d'indépendance, il est assez classique de dire que l'autorité de contrainte va s'exercer, certes, dans un premier temps, mais va très vite s'estomper. C'est-à-dire que, évidemment, on n'est plus du tout dans le rapport physique avec des jeunes de 10 à 20 ans. À l'inverse, dans la continuité, le prestige va peut-être apparaître quand l'enfant va justement développer ses capacités d'imagination, mais ce prestige-là va vite s'estomper. C'est-à-dire qu'on ne fait plus quelque chose sur lequel on pourra jouer pendant longtemps et il faudra pouvoir passer à autre chose. La connaissance, la compétence, c'est pareil, c'est quelque chose qui à un moment donné va être relativement facile à assumer, mais progressivement, l'enfant lui-même va commencer à développer ses propres connaissances et peut même nous dépasser dans certains domaines. Et donc, on va plutôt, dans la mesure du possible, développer une autorité de conseil avec les grands-enfants. Et ce qui est intéressant avec travers ce graphe, c'est qu'on voit bien que la période de l'adolescence, là, autour de 12, 13, 17 ans, c'est justement cette période où on a une nécessité de jongler entre ces différentes formes d'autorité. C'est-à-dire que par moment, il va falloir rester coercitif, un peu contraignant avec nos enfants, de manière un peu brusque, ou voilà, savoir redire les choses de manière ferme. Parfois, on va être davantage dans le conseil ou dans l'explication. Parfois, on va être davantage dans le savoir-être, etc. Donc, cette période est aussi complexifiée, ou en tout cas rendue complexe par le fait que l'adaptation est aussi plus complexe parce qu'on est face à des adolescents qui, encore une fois, ne sont plus tout à fait des enfants, mais pas encore des adultes. Et donc, voilà, en tant que parents, nous devons au mieux exercer une autorité qui soit la plus adaptée possible. Pour reprendre un petit peu le développement que je vous ai proposé tout à l'heure, donc on s'était posé la question pour savoir qu'est-ce qui était en mesure de faire en sorte que notre autorité parentale soit acceptée. Quelques points sur lesquels je voudrais insister davantage pour compléter cet apport. On l'a dit, en fait, on pratique une autorité pleinement éducative dans l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que c'est bien cela qu'on vise et à aucun moment un propre désir personnel d'assouvir une quelconque idée vis-à-vis de nos enfants. Donc, très, très progressivement et très, très clairement, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, l'enfant soit capable de s'autodiscipliner. C'est ça qu'on cherche d'une certaine manière. Et c'est là où il acquiert cette maturité, c'est-à-dire qu'il soit lui-même en capacité de s'autodiscipliner, se donner lui-même finalement les règles qui lui semblent bonnes d'appliquer. Un exemple, on a récemment obtenu un abonnement à une chaîne vidéo en partage, voilà, qui sont très très fournis en propositions, etc. Et sur lequel il faut probablement se fixer des règles en matière d'heures à passer devant la télévision. Un enfant peut avoir accès justement à beaucoup de contenu visuel et il serait intéressant dans ce cas-là, plutôt que de lui interdire de manière systématique ou de mettre des verrous sur les connexions Internet, etc., plutôt d'en discuter avec lui, de se dire, bon, qu'est-ce qui te semble raisonnable de faire par rapport à ton agenda hebdomadaire?
comment réguler finalement un peu ton agenda. Ok, on est d'accord pour que tu t'accordes certains temps de pause, mais qu'est-ce qui te paraît raisonnable? À quel moment? Combien de temps? Et pourquoi finalement regarder quoi? Voilà. L'enfant, de toute façon, enfin, le jeune en général, il sait finalement ce qui est raisonnable et ce qui l'est moins. Ou à moins d'être complètement déconnecté de la réalité. Mais en discutant avec lui, on va très souvent réussir à trouver un compromis et quelque chose qui soit, encore une fois, raisonnable, c'est-à-dire un bon compromis entre une certaine dose de divertissement et en même temps une capacité à garder du temps pour faire autre chose, et notamment ce dont on est responsable, ses devoirs ou ses activités diverses, etc. Donc voilà, c'est des choses qui, de toute manière, il faut pouvoir discuter avec nos enfants, et plus on sera en capacité de les mettre en responsabilité face à ces choix, mieux ça se passera, puisque finalement, la décision, elle ne viendra pas de manière imposée par les parents, mais elle sera choisie et acceptée par le jeune. Et donc, ça permettra évidemment à ce que les choses se passent de manière les plus apaisées, les plus positives possibles. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est sur la cohérence des éducateurs. Alors effectivement, c'est les parents déjà. Les deux parents ont besoin de parler et d'être en phase, je dirais, en matière de transmission et de pratique éducative. Donc il est bon, même nécessaire, voire important que les parents se mettent d'accord sur les règles déjà de la maison, parce que il y a plein de domaines dans lesquels finalement on va être confronté à l'exercice de l'autorité. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi de choisir ses batailles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mener de front parce que c'est souvent énergivore et puis et complexe. Donc il faut savoir se fixer ses batailles en cohérence entre éducateurs, donc entre parents, et de se dire ok, il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas et c'est une manière ferme, et d'autres sur lesquelles on peut être un peu plus souple, où les règles peuvent changer ou évoluer en fonction de tel ou tel éducateur. C'est important aussi de comprendre que le cadre d'éducation dépasse évidemment le cadre parental, c'est-à-dire qu'on va retrouver aussi les grands-parents, on va retrouver la famille élargie, on va retrouver l'école, on va retrouver des coachs sportifs, vous voyez, de tous ces autres éducateurs qui sont autant de cercles concentriques qui vont aussi guider l'enfant, le jeune. Et il faut que ça se fasse en cohérence, parce que s'il y a des messages contradictoires, notamment sur les choses qui nous paraissent importantes, évidemment, ce sera d'autant plus compliqué de faire accepter la règle ou l'idée par nos jeunes. Donc, gardez à l'esprit que cette cohérence, elle est nécessaire et elle appartient aux parents. C'est-à-dire que c'est aux parents aussi de s'assurer que cette cohérence, elle est bien présente partout. Quelques obstacles à une saine pratique autoritaire que j'ai listé là. De manière assez classique, la fatigue est quelque chose qui est dangereux, c'est-à-dire qu'on n'est pas la même personne quand on est fatigué. Et donc, il est important aussi de savoir s'observer, et même entre conjoints d'ailleurs, de savoir aussi se rappeler à l'ordre quand on s'aperçoit que certaines pratiques d'autorité ne sont pas saines parce qu'il y a peut-être un excès de fatigue, et donc il faut savoir s'observer et se faire attention. Les effets de la colère aussi sont évidemment souvent préjudiciables, puisqu'on n'est pas le même quand on est en colère. Donc savoir aussi le savoir déjà, se savoir en colère, et éviter peut-être des remarques ou des actions quand on est soumis à la colère, prendre le temps. Et la notion de temps aussi, notamment avec des parents qui travaillent, qui ont une activité professionnelle extérieure. Il est clair que les temps qu'on va partager avec nos enfants et la qualité et la quantité de temps qu'on va pouvoir partager avec eux est importante. Donc ça, c'est à voir en âme et conscience, chacun comme il le voit, mais ne pas négliger cet aspect-là qui permet aussi de passer du temps avec nos enfants et d'avoir aussi des moments joyeux, des moments de qualité, des moments qui soient positifs. Si on est systématiquement dans la contrainte ou dans l'imposition de règles ou dans l'expédition
le fait d'expédier, entre guillemets, telle ou telle situation familiale, évidemment, ça ne sera pas très positif. Et il faut savoir reconnaître ses erreurs, c'est-à-dire qu'on peut aussi expliquer à un enfant après coup on s'est aperçu qu'on était injuste, ou qu'on a peut-être porté un jugement rapidement, ou qu'on on a été brusque, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer à nos enfants, à tout âge d'ailleurs, parce qu'il déjà il est en mesure de comprendre, et puis enfin, c'est aussi une démarche, je dirais, honnête et juste vis-à-vis de nos enfants, quand on s'aperçoit qu'on n'a pas été très bon. Et ça, en général, ça permet justement de gommer ce sentiment d'injustice, et ça permet aussi d'avoir une saine relation avec nos enfants. Ça les encourage eux-mêmes d'ailleurs à s'excuser ou à reconnaître leurs propres erreurs quand c'est eux-mêmes qui ont pas forcément été très adroits. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est ce qui concerne les dérives. Bon, on a parlé de cette figure un peu autoritaire qui fait finalement plus de l'autoritarisme que d'une véritable autorité saine. Effectivement, le tout brutal, le tout autoritaire n'est pas très enthousiasmant. En général, ça va plutôt brider notre enfant et lui apporter davantage d'anxiété que d'épanouissement. À l'inverse, le laxisme, l'absence de cadre va être préjudiciable dans le sens où effectivement le jeune sera davantage perdu, moins ouvert sur les autres en général, un peu plus égoïste, et avoir une difficulté à se positionner par rapport aux autres, par rapport à la société, avec une certaine instabilité qui n'est pas forcément très saine. Et puis les autres types d'autorité basés sur le chantage ou le chantage affectif notamment, mettre en parallèle l'amour des parents avec le fait d'obéir, le fait de culpabiliser nos enfants, en disant bah voilà, si tu n'obéis pas, tu feras de la peine à maman. Bon, c'est tous ces aspects qui sont un peu nocifs, un peu voilà, c'est une sorte de poison qu'on met dans la relation. Encore une fois, il faut rester très joyeux, très positif, très ferme aussi, tout en temps, mais encore une fois, avec comme idée d'être au service de nos enfants et de leur apporter une saine relation. Voilà, une saine relation. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Voilà, j'en ai terminé. Pour moi, j'espère vous avoir convaincu. Il fallait vous convaincre que en fait, l'autorité est quelque chose de très positif et même de nécessaire pour nos enfants, dans le sens où c'est quelque chose qui va leur apporter beaucoup d'éléments très épanouissants et leur permettant du coup de progressivement progressivement acquérir cette capacité à être en maturité et à développer leur vie d'adulte. Et je cite là, euh, juste pour s'amuser un petit peu du contexte, puisque cette citation est tout simplement une citation de Platon. Donc, vous voyez, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ, et on décrit à travers cette citation une situation qui semble effectivement apocalyptique, mais voilà, ça a existé de tout temps. Les relations entre adultes et jeunes continueront d'être parfois conflictuelles, mais toujours encore une fois, dans l'intérêt et l'épanouissement de nos enfants, avec beaucoup de positivisme et beaucoup d'optimisme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier Delplanque, pour cette présentation sur l'autorité qui nous donne une belle image, en tout cas, de l'autorité comme un service pour nos enfants, pour les aider à grandir, à s'épanouir. Merci pour tous ces éléments. J'espère que vous qui nous écoutez, ça vous a donné des pistes concrètes pour voilà, les mettre en pratique dans vos propres foyers. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo du GPS pour la famille. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir mensuellement nos vidéos. À bientôt.